Ce langage dont on fait état lorsqu'on parle de l'argent de Sassou, est-ce que cela ne participe pas évidemment au culte de la personnalité? Parce que c'est devenu, hein, c'est comme qui dirait, de notoriété publique au Congo, au Brazzaville, lorsque bah, les gens peuvent vous faire croire que c'est l'argent de Sassou, c'est le pétrole de Sassou, c'est le bois de Sassou, c'est la mer, c'est voilà, les minerais de Sassou. C'est le Tout est pouvoir de pour Sassou, Sassou, c'est c'est le pour pouvoir voilà de le pouvoir Sassou. de Sassou. Et ça, Oui, vous entendrez dire les gens, c'est le pouvoir de Sassou, voilà. Est-ce que ça ne participe pas à... Ou alors peut-être que derrière, il faut voir tout autre chose. Moi, je me souviens un peu quand, je crois que c'est Ouattara et puis Alpha Condé qui oui, c'est bien lui. ok, voilà, qui ont désigné Sassou Nguesso en pleine cérémonie, Monsieur l'Empereur, et il était vraiment dans l'extase, il fallait voir Sassou Nguesso. Et lorsqu'on dit d'un président de la République, empereur, je crois que ça devait le faire tressaillir et l'énerver à la rigueur, parce que si vous êtes président de la République, vous ne pouvez pas accepter qu'on vous appelle par empereur, parce que c'est une insulte, en fait. On est en train de vous dire, vous êtes un monarque, vous êtes un roi, vous êtes un empereur, et lui, non, il était content, souriant. Est-ce Et que ça ne soulevait pas dans cette logique-là, c'est-à-dire il a en fait créé, comme qui dirait, ben, un royaume au Congo, mais que nous percevons autrement. mais Monsieur Perrin, ce qui est dangereux, ce n'est pas un journaliste politique ou un journaliste tout court qui le qualifie d'empereur. Ce n'est pas une partie de la population congolaise qui lui attribue ce qualificatif compte tenu de la manière dont le Congo est géré. Ce sont quand même deux chefs d'État et pas les moindres. Alassane Ouattara, ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire sous Feu Houphouët-Boigny, paix à son âme, ancien responsable, haut responsable du FMI, donc haut fonctionnaire international, et qui devient président et qui qualifie son homologue Denis Sassou Nguesso D'empereur. d'empereur. Il lui attribue le titre d'empereur. Et puis Alpha Condé, je crois professeur Tout à fait, oui, d'université, oui. très grand opposant historique de Guinée-Conakry, et lui aussi qui répète la même chose. Et Denis Sassou Nguesso est content que ses homologues le traitent, le qualifient d'empereur. Mais l'empereur de quel empire? C'est l'empire Congo. Mais en Afrique, on a quel exemple de la mégalomanie de tels qualificatifs? C'est avec Bokassa. Et donc, Denis Sassou Nguesso serait le Bokassa du 21e siècle. Mais c'est triste. À la limite, au lieu de rire, Sassou devrait rester tranquille et puis trouver un moyen, lors d'une conférence de presse et autres, rejeter le qualificatif d'empereur. Or, lui, ça vient flatter son ego. Ça vient flatter son narcissisme. À quel âge? À plus de 70 ans, vous avez un monsieur qui est encore sensible aux flatteries. Mais les flatteries, Et vous, Didier Wendivolo, comment est-ce que vous interprétez cette réaction de Denis Sassou Nguesso? D'ailleurs, avant de répondre, je vais proposer cet extrait à nos téléspectateurs. Suivez et on revient sur le plateau. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, que j'appelle affectueusement l'empereur. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso, avec qui nous avons un passé de plus de 40 ans. Voilà, Didier Boudivolo, on l'appelle, on le qualifie d'empereur, il est tout content, souriant, voilà. Et vous disiez tout à l'heure, ce que moi j'ai rappelé, c'est une insulte en fait quand on dit ça à un président de la République. c'est dangereux. Euh, C'est dangereux. On peut essayer d'appeler Donald Trump d'empereur, même Vladimir Poutine ou Xi Jinping, essayer de les traiter d'empereur, vous verrez comment ils vont réagir. Mais allons plus loin, monsieur Perrin. Les dernières cérémonies au Congo, comment Sassou est, il est en extase parce que Jean-Jacques Bouya ou Colline Makosso l'attribuent
Papa Ngeli, Papa Bonheur, Papa je ne sais pas quoi. Regardez ces images-là. Il est en extase quand il entend ça. Mais ça, sur le plan psychologique, c'est quelqu'un qui est resté au stade d'un enfant. Bonjour Didier Moigny-Volo. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, et merci pour cette invitation pour débattre de la situation de la République du Congo, notre pays que nous aimons tous, même si certains pensent que de la façon dont nous parlons du Congo, nous sommes des haineux ou Des nous aigris. notre pays, des aigris, merci. Non, en tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec les populations congolaises, africaines, pour décrypter un peu ce qui se passe et puis donner des billes aux populations pour que, en tout cas, le peuple congolais soit acteur de son progrès, de son histoire, de son développement. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, mais évidemment, un Congolais ou un bon Congolais qui ne s'indignerait pas de ce qui se passe actuellement au Congo, je me pose la question de savoir si réellement c'est un Congolais. En tout cas, merci d'être là pour décrypter l'actualité congolaise. Nous allons commencer par la réaction du directeur général de la CREF, François Ngimbi, que vous avez certainement suivi dans un audio qui circule encore sur la toile, audio dans lequel il réagit sur une information qu'il accuserait de bloquer la signature du document relatif au calcul des états récapitulatifs des arrêts et aérages des pensions des retraites. Nous allons également nous pencher bien sûr sur cette série des mariages célébrés dont la famille Sassou Nguesso. François Ngimbi, le directeur général de la CREF, vous l'avez probablement suivi, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un audio qu'on peut encore retrouver sur la toile. Et dans cet audio, ce qui a retenu mon attention, c'est lorsqu'il affirme que chaque parole du président de la République a valeur de loi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais écoutez, Monsieur François Ngimbi fait preuve d'une simplicité intellectuelle qui renvoie à la médiocrité. Je ne sais pas quel est son parcours universitaire. Et ce serait bien qu'il cite une référence juridique et qu'il cite un pays où la parole du président est force de loi. Même dans des pays qu'on qualifie de dictature, je suis désolé, la parole du président n'a jamais été considérée comme une loi. À la limite, la parole du président est un engagement qu'il prend devant le peuple. Je vous donne l'exemple de ce qu'on appelle les campagnes présidentielles. Lorsqu'on fait une campagne présidentielle, tout ce que les candidats disent, une fois élus, même si il ou elle est élu, quand elle vient devant la presse pour confirmer que ce que j'avais dit, c'est ce qui va se faire, il nécessite maintenant que le parti au pouvoir, les élus de ce parti-là, le gouvernement, puissent élaborer le cadre juridique à proposer à la nation, à la République. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Le président, le gouvernement en ce moment-là, le ministre concerné, si on reste dans le cadre de l'ouverture des frontières, je ne sais plus si c'est de ça que M. Ngimbi François parle, mais dans ce cas, il faut donc une loi sur la circulation des étrangers au Congo, une loi d'immigration. Donc, en ce Lui, il moment-là, intervenait sur, évidemment, puisqu'il a accusé de bloquer la signature, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour traiter évidemment les aérages. Et là, il rappelait que Denis Sassou Nguesso avait pris un engagement de régler cette affaire des retraités, de faire de sorte que la pension puisse passer régulièrement. Et dès lors que lui, il avait affirmé cela, qu'il avait déclaré cela, pour eux, c'est une, voilà, sa valeur de alors, loi. Et donc, il n'y a pas de raison que, voilà, qu'on puisse alors continuer à déjà, il y a une chose que M. François Ngimbi n'a pas compris, ou peut-être que ceux qui soutiennent Sassou ne comprennent pas. Mais je suis désolé, M. Perrin, est-ce qu'on a besoin de Sassou pour donner un ordre pour qu'on paye les pensions? Les pensions viennent d'où? Attendez, soit les pensions, comme les salaires, comme la bourse, est un droit. La bourse est un droit.
au nom de quoi on a besoin d'attendre la parole du président pour payer les bourses? Il y a Il une faut loi. peut-être lui rappeler ce que c'est qu'une pension Mais de retraite. une pension, c'est la quote-part qu'on reverse à quelqu'un qui est à la retraite. Les gens peuvent aller regarder sur le plan juridique que c'est qu'une pension. Quelqu'un qui a travaillé, il est à la retraite, il fait ses démarches à la CREF. Les démarches aboutissent et la loi prévoit à quel moment il commence à percevoir sa pension. Maintenant, il est où la nécessité d'avoir une parole du président? En fait, est-ce que M. Ngimbi connaît son travail? Parce que si M. Ngimbi connaît son travail, il peut dire seulement que le président nous a demandé de respecter le cadre légal, de travailler de façon à payer les pensions régulièrement. S'il y a des difficultés, de lui remonter les difficultés. Mais de dire que la parole du président fait loi, ça suppose que M. Ngimbi, dans son travail au quotidien, il ignore quelle est la loi qui structure son travail. Lorsque vous êtes nommé directeur du CFCO, directeur de E2C, E2C, je crois, oui, directeur de oui, l'hôpital E2C, oui. Adolphe Cissé, directeur du CHU, directeur des chemins de fer, directeur de l'enseignement, vous n'avez pas besoin tous les jours que le président dise quelque chose pour travailler. En fait, c'est quoi le travail du directeur de la CREF s'il attend la parole du président et il ignore que les lois existent dans notre pays autour des retraites et il dit, le président a dit donc c'est force de loi. Non, le président fait, quand le président parle comme ça, c'est juste une pression qu'il met sur la CREF ou sur le ministère des Affaires sociales. Mais le président n'est pas en train d'inventer une loi. Et si lui, il vient dire que ce que le président vient de dire, qu'il faut payer régulièrement les retraites, c'est une loi, mais il est d'une médiocrité maladive quand même, ce monsieur. Ou peut-être c'est ce qu'ils ont fait, pardon, Didier Mouini-Volo. Est-ce que ce n'est pas le système qu'ils ont finalement établi au Congo-Brazzaville, où tout est fait par, voilà, Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui décide sur tout, parce que je ne sais pas si vous avez constaté, toutes les fois qu'on va vers le paiement des salaires, vous entendez ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Non, Sassou a payé, et ça circule partout, c'est Sassou qui paye. Et donc, tout est fait par lui. C'est lui qui prend toutes les décisions. Il faut savoir, M. Perrin, que les Congolais doivent faire attention au langage qu'ils utilisent. Nous sommes une république, nous sommes un État moderne, même si l'État, en tant qu'appareil, fonctionne mal. Mais là, on paye les salaires, c'est l'État qui verse les salaires. C'est une entreprise privée, par exemple, qui paye les salaires de ses collaborateurs, de ses ouvriers, de ses ingénieurs, de ses cadres. Mais le président ne paye pas les salaires. Ça veut dire aussi que dans notre pays, nous n'avons pas compris la philosophie politique. Nous n'avons pas compris la sociologie politique. Quelles sont les relations entre l'État et les citoyens, l'État et la population? C'est un contrat social, c'est un droit. Ce n'est pas Sassou de par sa gentillesse. Applaudir un président parce que dans ce pays-là, on est en train de payer les salaires. En fait, on est encore un État de la pensée politique embryonnaire. Le contrat social veut dire quoi? Moi, je vais travailler. À la fin, mon employeur, si c'est l'État, il me paye un salaire, point. Il n'y a rien d'excellence. Là, il n'y a même pas débat. Et dire que la parole du président est une parole qui est rassurante parce que le président a dit il faut payer les salaires, il faut payer les pensions, il faut payer les bourses. Mais de quoi on parle? C'est comme si le problème, c'est que je ne sais pas si certains... pour vivre. Mais vous savez très bien que si vous ne buvez pas l'eau, vous risquerez de mourir de soif. Mais naturellement. Quelqu'un a travaillé, il faut le payer. Il faut que les Congolais qui disent ça expliquent qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire lorsque on paye les retraites. En quoi le gouvernement est extraordinaire? En quoi le président est extraordinaire? Oui, mais le problème, est-ce que certains ont même compris que finalement, le président de la République est payé par l'argent du contribuable congolais, que c'est le Congolais qui paye le président là. Ce n'est pas le président qui paye le Congolais, en fait. Et le président comme le ministre, ils sont au service de la nation, ils sont au service de l'État. Ils utilisent, en fait, c'est comme si nous tous, écoutez, on est 20, on veut aller quelque part, on prend un autocar et on cotise tous et puis on paye les services de l'autocar. Donc, le chauffeur, nous n'avons pas à l'applaudir parce qu'il nous a amenés à la plage à Pointe-Noire. Nous avons payé pour ça. Et le chauffeur s'est engagé à nous transporter. Et la société de transport s'est engagée à nous transporter. Il y a quoi d'extraordinaire? Le président de la République, comme le gouvernement, ce sont des gens qui ont dit « Nous avons la capacité de gérer la richesse nationale dans l'intérêt collectif. »
Et il y a quoi? Mais ce n'est pas sa richesse à lui. Je l'ai déjà dit sur votre chaîne, M. Perrin. Attention au langage qu'on utilise. Ah, moi, je suis général de Sassou, je ne peux pas servir Lissouba, je ne peux pas servir Milongo. Ah non, non, moi, je ne peux pas travailler le pétrole. Ah non, non, je n'y touche pas, c'est le pétrole d'autrui de Sassou. Attention, ce sont des expressions graves pour une république. Le pétrole appartient à la République du Congo. Ce n'est pas le pétrole de Sassou. Et il faut que les gens enlèvent de leur tête que le pétrole est le pétrole de Sassou et par extension de la famille de Sassou. C'est faux et archi faux. Et j'espère que celui qui viendra au pouvoir après Sassou, peu importe l'homme ou la femme qui viendra, j'espère que cette personne sera dure dans la chasse à ceux qui ont joué avec l'argent du pétrole. Mais je l'espère de toutes mes forces. Comme ça, les gens doivent comprendre que les richesses du Congo, ce ne sont pas les propriétés de Pierre Roba quand on parle des minéraux du Congo. Ce n'est pas à Pierre Roba. Et je demande à celui qui viendra après le pouvoir de Sassou, qu'il soit de n'importe quel, de la Likola, de la Sanga ou peu importe, qu'il fasse les audits et toutes les familles qui ont joué avec les richesses du Congo, aucune pitié. Ce n'est pas la chasse à l'homme, ce n'est pas la chasse aux sorcières, c'est faux. On ne peut pas de cette façon jouer avec les richesses de la République où M. Ngimbi, avec toute la médiocrité intellectuelle et professionnelle qui le caractérise, il vient nous dire que le président, sa parole fait loi, il a dit non, il y a une loi qui structure le régime des retraites au Congo. Ce n'est pas Sassou qui l'a créé. Sassou n'est pas le premier à gérer les retraites. Le premier à gérer les retraites au Congo, c'est peut-être Marien Ngouabi, puisque sous Youlou et Massamba Deba, nous sommes encore dans les prémices. Sous Youlou et Massamba Deba, on n'a pas de retraités. Même sous Ngouabi, je ne pense pas. Les premiers retraités, si on est indépendant en 1960, les premiers retraités au Congo, c'est peut-être 30 ans après, 40 ans après, donc nous sommes au-delà de 1990. Ce langage dont on fait état lorsqu'on parle de l'argent de Sassou, est-ce que cela ne participe pas évidemment au culte de la personnalité? Parce que c'est devenu, c'est comme qui dirait, de notoriété publique au Congo, au Brazzaville, lorsque les gens peuvent vous faire croire que c'est l'argent de Sassou, c'est le pétrole de Sassou, c'est le bois de Sassou, c'est la mer, c'est voilà, les minerais de Sassou. Tout est pour Sassou, c'est pour voilà, le pouvoir de Sassou. Et ça, vous entendrez dire les gens, c'est le pouvoir de Sassou, voilà. Est-ce que ça ne participe pas ou alors peut-être que derrière, il faut voir toute autre chose. Moi, je me souviens un peu quand, je crois que c'est Ouattara et puis Alpha Condé, qui ont désigné Sassou Nguesso en pleine cérémonie, Monsieur l'Empereur, et il était vraiment dans l'extase, il fallait voir Sassou Nguesso. Et lorsqu'on dit d'un président de la République, empereur, je crois que ça devait le faire tressaillir et l'énerver à la rigueur, parce que si vous êtes président de la République, vous ne pouvez pas accepter qu'on vous appelle par empereur, parce que c'est une insulte en fait. On est en train de vous dire, vous êtes un monarque, vous êtes un roi, vous êtes un empereur. Et lui, non, il était content, souriant. Est-ce que ça ne soulevait pas dans cette logique-là, c'est-à-dire il a en fait créé, comme qui dirait, un royaume au Congo, mais que nous percevons autrement? Mais, M. Perrin, ce qui est dangereux, ce n'est pas un journaliste politique ou un journaliste tout court qui le qualifie d'empereur. Ce n'est pas une partie de la population congolaise qui lui attribue ce qualificatif compte tenu de la manière dont le Congo est géré. Ce sont quand même deux chefs d'État. Deux chefs d'État et pas les moindres. Alassane Ouattara, ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire sous Feu Houphouët-Boigny, paix à son âme, ancien responsable, haut responsable du FMI, donc haut fonctionnaire international, et qui devient président et qui qualifie son homologue Denis Sassou Nguesso d'empereur. Il lui attribue le titre d'empereur. Et puis Alpha Condé, je crois professeur d'université, très grand opposant historique de Guinée-Conakry, et lui aussi qui répète la même chose. Et Denis Sassou Nguesso est content que ses homologues le qualifient d'empereur. Mais l'empereur de quel empire? C'est l'empire Congo. Mais en Afrique, on a quel exemple de la mégalomanie de tels qualificatifs? C'est avec Bokassa. Et donc, Denis Sassou Nguesso serait le Bokassa du 21e siècle. Mais c'est triste.
À la limite, au lieu de rire, Sassou devrait rester tranquille et puis trouver un moyen, lors d'une conférence de presse et autres, rejeter le qualificatif d'empereur. Or, lui, ça vient flatter son ego, ça vient flatter son narcissisme. À quel âge? À plus de 70 ans, vous avez un monsieur qui est encore sensible aux flatteries. Mais les flatteries, Et vous, Didier Wenivolo, comment est-ce que vous interprétez cette réaction de Denis Sassou Nguesso? D'ailleurs, avant de répondre, je vais proposer cet extrait à nos téléspectateurs. Suivez et on revient sur le plateau. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, que j'appelle affectueusement l'empereur. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Avec qui nous avons un passé de plus de 40 ans. Voilà, Didier Wenivolo, on l'appelle, on le qualifie d'empereur, il est tout content, souriant, voilà. Et vous disiez tout à l'heure, ce que moi j'ai rappelé, c'est une insulte en fait quand on dit ça à un président de la République. c'est dangereux. C'est dangereux. On peut essayer d'appeler Donald Trump d'empereur, même Vladimir Poutine ou Xi Jinping, essayer de les traiter d'empereur, vous verrez comment ils vont réagir. Mais allons plus loin, monsieur Perrin. Les dernières cérémonies au Congo, comment Sassou est, il est en extase parce que Jean-Jacques Bouya ou Colline Makosso l'attribue Papa Ngeli, Papa Bonheur, Papa je ne sais pas quoi. Regardez ces images-là. Il est en extase quand il entend ça. Mais ça, sur le plan psychologique, c'est quelqu'un qui est resté au stade d'un enfant. C'est-à-dire que c'est un enfant qui est encore sensible à la flatterie. Mais vous et moi qui avons l'âge de ces enfants, vous n'êtes plus sensible à la flatterie. Qu'est-ce que la flatterie va changer en vous? Qu'est-ce que la flatterie va changer en moi? Mais regardez l'âge de Sassou. Comment il est en extase quand on est en train de le flatter au micro. Et c'est ça qui est dangereux pour notre pays. À son âge, on commence à écrire son héritage, à écrire ses mémoires, à commencer à penser au legs. Alors, il vous fait des pirouettes en disant, oui, la jeunesse. C'est faux. C'est faux. C'est un mensonge parce qu'il veut étouffer la révolte de la jeunesse. Mais dans son comportement au quotidien, quand il est encore sensible à son maquillage, il est encore sensible à mettre des beaux costumes, il est encore sensible à mettre des montres qui coûtent cher alors qu'il est conscient de la misère de la population et qu'il continue à gaspiller l'argent public de cette façon et être sensible aux flatteries. Non, il ne Oui, fait mais pas est-ce que son c'est ce âge. qui peut expliquer, pardon, Didier Wenivolo, c'est ce qui peut expliquer que finalement, tous les discours, j'allais dire des responsables, hein, ministres, préfets, qu'est-ce que je dis là, députés, sénateurs, en fait, les discours des responsables ou des cadres congolais se résument à l'apologie, aux éloges à faire à Denis Sassou Nguesso, qu'a présenté, comment dire ça, un plan de travail, un discours bien structuré, par exemple, qui annoncerait, pourquoi pas, des projets, une vision. Mais lorsqu'on écoute les discours au Congo, généralement, c'est Son Excellence, Monsieur le Président de la République. On cite même vraiment la litanie, tous ces titres. Et pour terminer, bon, voilà, on vous dira, c'est la vision de Denis Sassou Nguesso. Ça part des ministres aux maires, c'est en passant par les préfets, voilà, les sénateurs, les députés, tout le monde. Vous n'entendrez jamais, vous n'écouterez jamais un discours au Congo où on n'a pas mentionné Sassou à l'intérieur. Et une fois, moi, je participais à l'élaboration d'un discours, voilà, d'un préfet. Celui qui écrivait à la fin, je crois qu'il avait omis de mettre le nom de Sassou Nguesso. Et il y a un autre conseiller qui vient lui dire, mais tu as omis de mettre le... Il faut insérer, trouver là où vous allez insérer. J'étais un peu là en train de le regarder, je lui dis, ah bon? Jusqu'à ce niveau-là? Et quand vous ne l'avez pas prononcé
Denis Sassou Nguesso, dans votre discours, à la fin, on vous racape pour vous le faire savoir que dans votre discours, vous n'avez pas cité le président de la République. Est-ce que c'est ce qui explique finalement que, bon, le bon discours au Congo, c'est celui qui vient vénérer Sassou Nguesso qu'autre chose? Le bon discours au Congo, c'est celui qui flatte, qui vénère Denis Sassou Nguesso. Mais ça, à la limite, M. Perrin, j'ai envie de vous dire que le PCT se comporte comme ça, c'est une chose. Que les membres du gouvernement se comportent comme ça, c'est une chose. Mais la question, c'est maintenant les populations congolaises. Pourquoi nous, population, on accepte cette médiocrité? Regardez une chose. Le gouvernement congolais, depuis 1997, le Congo est entré dans l'allégorie de Sisyphe qu'on nous a enseigné au lycée, hein, le mythe de Sisyphe. Sisyphe qui a désobéi ou qui a essayé de narguer les... Comment vous les appelez? Qui a nargué les dieux. Il est puni, condamné à rouler un bloc de pierre au sommet de la montagne. Mais comme la montagne a plusieurs facettes, à chaque fois qu'il arrive au sommet, ça retombe sur une autre façade et puis il faut recommencer à zéro. Et donc, ça rejoint ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on est dans un éternel recommencement des discours autour de la flatterie de Denis Sassou Nguesso. Mais attendez, depuis 1997 jusqu'aujourd'hui, ça fait 29 ans. Déjà, oui. 29 ans de discours flatteurs. À quel moment on arrête la flatterie et on est dans le travail? On est dans Oui, le mais résultat. moi j'évoquais cet aspect, Didier Moinivolo, c'est pour comprendre évidemment avec vous si le Congo est encore un État en tant que tel, parce que finalement, le régime Sassou est une secte. C'est clair, c'est notre père. Il est là. Vous marcherez. C'est la vision. Tout ce qu'on fait, c'est sa vision. Voilà. Ça n'a jamais été la vision d'Ibombo. C'est la vision du ministre, du président Denis Sassou Nguesso de la République. Ibombo n'a pas de vision. Il n'en a jamais eu une. C'est lui qui a la vision et nous on est là, on se bat pour matérialiser la vision du chef. Très bien. Mais félicitations, Merci, monsieur papa. le ministre. C'est ce qu'on ne nous dit pas. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé, mais on sait comment ça se passe. On est dans l'adoration. Et c'est ça qui est dangereux chez nous. On est dans une secte, on a un gourou au pouvoir. Sur votre chaîne, j'avais initié l'expression que le Congo le pouvoir congolais est un gang, c'est les gangsters qui se comportent comme ça. Lorsque François Nguembi dit que la parole du président fait loi, ça c'est chez les gangsters, ça c'est chez les mafieux. Parce que les mafieux n'ont pas de parlement, ils n'ont pas de Sénat, ils n'ont pas de cour constitutionnelle, ils n'ont pas les instituts. Donc c'est la parole du chef. Et François Nguembi vient dire que le pouvoir au Congo, c'est un gang mafieux. Mais est-ce qu'on peut considérer cela comme une révélation finalement? Mais pour moi, non. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Ça fait des années que je le dis sur votre chaîne qu'on n'a pas affaire à un pouvoir étatique classique. On a affaire à un groupe de voyous, de gangs. Et donc, ils sont comme une secte, oui, ça peut renvoyer aussi, comme vous dites, à une secte, où on vient adorer le chef, on vient adorer le président. Or, en réalité, qu'est-ce qui se passe? On peut toujours adorer le chef, on peut toujours admirer Sassou, là n'est pas le problème. Mais il faut savoir qu'en politique, vous avez des départements qui appellent nécessairement à un résultat. C'est-à-dire l'économie, il faut qu'il y ait de la croissance et de l'emploi pour la population. Sinon, la population tombe dans la pauvreté. Donc, il nous faut un résultat quantifiable, mesurable. L'agriculture, l'industrie, la santé des populations. Lorsque vous avez des gens qui sont malades, même les maladies les plus bénignes, ils n'arrivent pas à guérir. On peut voir que ça ne va pas. L'eau et l'électricité, le plus basique. L'eau et l'électricité, ce sont là des résultats atteignables, quantifiables, mesurables. Quand on voit les aspects naturels du Congo, les cours d'eau, le soleil, le vent et autres, comment expliquer la médiocrité de l'électricité? Je vous renvoie à une réunion de Jean-Bruno Hitois, qui est maintenant le ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Quand vous regardez la bande, la journaliste dit, le ministre Jean-Bruno Hitois a brossé un bilan catastrophique de la situation au Congo. Monsieur Perrin,
avant l'élection du mois de mars, on a eu 1 mois pour convaincre en toute transparence. Le bilan était positif. Supposé être positif. Le DG de l'électricité est passé au Congo, il a dit que tout allait bien. Mais comment le nouveau ministre, regardez tous les nouveaux ministres, sauf ceux qui sont en poste dans les mêmes ministères, mais ceux qui ont changé de ministère. Donc, ils arrivent et ils disent, le bilan est catastrophique. Mais c'est le même PCT qui est au pouvoir. C'est le même parti politique. Et ce sont les mêmes ministres qu'il y a 2 mois, 3 mois, disaient que le bilan était positif. À quel moment? Donc, Bruno Itoie fait partie de ceux qui ont dit le bilan est positif. Maintenant, la bande existe, c'est lui qui parle et il vous dit le bilan est catastrophique. Ça suppose qu'il y a 3 mois, il faut qu'ils fassent leur mea culpa qu'ils ont menti aux Congolais. Bon, s'ils ont voulu mentir aux Congolais, en tout cas, ils se sont mentis à eux-mêmes parce que les Congolais, désormais, savent ce que vaut évidemment ce régime. Je vais vous proposer un extrait d'un reportage, évidemment, qui parle actuellement de ce qu'est devenu le Congo, la crise au Congo, comment est-ce que les choses ne marchent pas. Le Congo est pratiquement à terre. Et on revient sur le plateau. Joseph Manafoifoua ne mâche pas ses mots. Sur le terrain, dit-il, la gabegie financière et la mauvaise gestion gangrènent aussi bien les administrations publiques que privées et leurs ravages sont visibles. Chômage massif, infrastructures sanitaires et routières inexistantes, services sociaux aux abonnés absents. Au Congo, notre pays, ne nous le cachons pas, la baisse de recettes fiscales exacerbée par l'insuffisance de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des finances, cette insuffisance donc impacte négativement les niveaux de ressources publiques et des capacités à fournir aux populations une offre de services publics suffisante de qualité. En conséquence, l'offre des services sociaux de base, à savoir la santé, l'éducation des enfants, l'emploi des jeunes, les infrastructures, l'agriculture, l'industrie, demeure réduite du fait de la persistance de ce qu'il est communément appelé les antivaleurs. Ce tableau sombre, les experts des Nations Unies le confirment. Sans bonne gouvernance, le développement n'est qu'un mot vide. Transparence et responsabilité dans la gestion des finances publiques doivent cesser d'être des vœux pieux pour redevenir de véritables priorités nationales dans les institutions comme dans les administrations. Comme de nombreux pays à travers le monde, le Congo fait face au défi d'une application encore insuffisante des règles de gestion des finances publiques dont les conséquences sont bien connues, évasion d'une partie des recettes fiscales et insuffisance dans l'efficacité des dépenses publiques. Ces défis appellent une réponse collective, déterminée et structurée. Quant au Fonds monétaire international ici représenté, les rapports qu'il élabore au niveau mondial nous indiquent que jusqu'à 30% des investissements publics mondiaux seraient annuellement perdus en raison d'une mauvaise planification ou en raison de poches d'inefficacité dans l'administration des deniers publics. Donc, quand on a planté ce constat, le corollaire direct de la situation, c'est l'insuffisance des écoles, l'insuffisance des hôpitaux, l'insuffisance des infrastructures sociales et économiques, c'est le chômage élevé et c'est la perte de confiance des investisseurs. Ce vendredi 12 juin 2026, le Conseil national pour la transparence et la redevabilité, le CNTR, a réuni ses partenaires techniques et financiers autour d'une question. Comment financer son plan d'action de lutte contre les antivaleurs? Car l'institution chargée de moraliser la gestion publique souffre elle-même d'un manque criant de ressources et de moyens techniques. Seul le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, lui apporte un appui concret. Pour le reste, le CNTR attend toujours que le gouvernement réponde présent. Voilà, Didier Bouéni-Volo. Alors, quand c'est dit de nous, généralement, on nous accuse des aigris, comme vous l'avez dit, d'entrée de jeu, des haineux, voilà. Et là, ce sont les organisations internationales qui démontrent que plus rien ne va au Congo-Brazzaville. Tout le monde sait désormais, si vous voulez être nommé au Congo à un poste donné, il faut passer par des mécanismes que je ne veux pas dire ici, pour des raisons, bien sûr, les standards
Nous utilisons, mais vous avez compris de quoi je parle. Et donc, le Congo, on l'a dit tout à l'heure, n'est plus un État. Denis Sassou Nguesso règne en maître absolu, pas seulement maître absolu, mais un gourou. Et là, je voulais comprendre avec vous, est-ce que c'est dire que l'opposition congolaise, dans sa multitude, bien entendu, hein, résistants et autres, voilà, n'a pas compris finalement, jusque-là, n'a pas compris comment fonctionne Sassou Nguesso, c'est quoi ce régime, la nature, la vraie nature de ce régime? Je ne pense pas. Je ne pense pas que l'opposition congolaise n'a pas compris comment fonctionne Sassou Nguesso. Ça, je ne crois pas. D'ailleurs, les deux grands partis de l'opposition, je ne sais pas si je dois les mentionner ainsi, mais je pars des résultats de la dernière élection législative, donc l'UPADS et Yuki. Yuki a gouverné avec Sassou de 97 jusqu'en 2015-2014, je ne sais plus, 2014-2015. Yuki est sorti du pacte avec le PCT lorsqu'ils ont créé les FROCAD, l'IDC et autres. Donc, on est plutôt 2015-2016. Or, de 97 à 2016, il y a quoi, 18 ans, 19 ans, donc Yuki a dirigé avec le PCT, ils se connaissent. Et puis, Bernard Bakana Kolelas, paix à son âme, a été un des directeurs de campagne de Sassou en 2009, ou je ne sais plus, l'élection de 2009. Quant à Pascal Tsatima Biala, transfuge du PCT, il a fait toutes ses armes politique au PCT, à l'école supérieure du parti. Donc, c'est un vrai produit du PCT. Et on a vu que depuis qu'il est à la tête de l'UPADS, voilà bientôt 20 ans ou déjà 20 ans, il passe plus du temps à féliciter Sassou, alors que le Congo va mal. Hein, c'est quand même c'est ça qui est curieux, à féliciter Sassou Nguesso et à critiquer le père fondateur de l'UPADS, même si de temps en temps, il essaie de se rattraper. Donc, ce n'est pas que l'opposition ne comprend pas. L'opposition est dans une posture de corruption politique qui consiste à dire on prend l'argent et puis on ne fait pas le job. Quand on voit les insatisfactions du peuple congolais, quand on voit la médiocrité avec laquelle le Congo est géré, comment comprendre que l'opposition n'arrive pas, un, à s'unir et deux, à mobiliser la population autour des enjeux très importants. Au contraire, on trouve encore les responsables de l'opposition en train de féliciter le pouvoir. Je ne cite pas les noms, mais même parmi les jeunes, il y en a, hein, il y a quelques années avant, ils ne juraient que par Sassou Nguesso, hein, la plupart d'entre eux. Même ceux qui ont été candidats en 2026, si vous remontez 5-10 ans avant, c'est des gens qui ne juraient que par Denis Sassou Nguesso, qui disaient qu'il n'y avait que lui, il n'y avait que lui. Aujourd'hui, ces gens-là feraient mieux de vous expliquer à quel moment ils se sont rendus compte que ce n'est pas lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le miracle? Est-ce qu'ils ont vu, ils ont croisé la lumière comme Saint Paul, Paul de Tarse sur la route de Damas, ou voilà, est-ce qu'ils ont été illuminés par quoi? Donc l'opposition congolaise est une opposition de façade, est une opposition fictive qui joue aussi la politique du ventre. Et le génie de Sassou, c'est peut-être ça, d'avoir mis en place une politique du ventre et une politique de corruption massive. Donc celui qui joue le jeu avec nous, il a sa part du gâteau. Et c'est ce qui justifie aussi que les rémunérations, les salaires, je sais pas, les revenus des élus au Congo, c'est donné à la main. Et donc, on n'a aucune traçabilité quand on paye à la main. Et donc, ces gens-là, chacun est porté vers un guiri. Et quand il a son guiri, il faut... Le sujet qu'on a eu sur votre chaîne, comment tous les candidats à l'élection présidentielle, comment ils financent les 25 millions? Personne, même ceux qui se disent opposants, personne n'est venu voir les Congolais pour expliquer exactement par quel mécanisme il a pu réunir les 25 millions de francs CFA. Mais... Et d'ailleurs, tout à l'heure, on y reviendra lorsqu'on va aborder le volet Côte d'Ivoire avec, bien sûr, ce pasteur ivoirien qui a été interpellé par le pôle financier voilà, de la Côte d'Ivoire. Donc, on voit bien que l'opposition, il ne faut pas compter sur l'opposition. Et c'est pour cela que au Congrès pour la Renaissance du Congo, cette analyse a été faite, cette étude a été faite. On est arrivé à la conclusion que la solution, comme dans beaucoup de pays, on l'a vu, ne viendra que du peuple. C'est le peuple congolais qui, dans sa large diversité, de Ouesso à Pointe-Noire, de Djambala à Komono, qui doit se mobiliser
et dire stop à cette pagaille, stop à cette façon de gérer le Congo. Et donc, la révolution du fleuve que nous appelons de notre vœu, la révolution du fleuve, ce n'est pas un soulèvement contre une ethnie ou une tribu, non, contre un régime qui a été mis en place de façon à priver des Congolais des richesses de leur propre pays. Et les victimes, les premières victimes, sont ceux du département de Denis Sassou Nguesso, qu'il n'arrête pas de manipuler et qu'on démontre aujourd'hui, comment on appelle ça, le mensonge qu'il a utilisé en leur disant « venez me soutenir, venez avec moi ». Aujourd'hui, vous avez tous ces civils et tous ces militaires, grands officiers au service de l'État qui ont refusé parfois de servir le pays sous Lissouba, ou même parmi eux, des gens qui étaient laissés à la touche par Sassou, que Lissouba a remis en selle parce que c'est des grands cadres militaires, mais qui, par ignorance et par aveuglement, ont choisi plutôt de suivre Sassou, qui aujourd'hui croupissent en prison, certains sont même morts. Donc, il faut se poser la question, dans quelle mécanique psychique ces gens-là se retrouvent prisonniers d'un régime? Et donc, l'effort qu'ils ont à faire, c'est d'enlever le voile qui leur ferme les yeux, d'enlever les boules qui leur ferment, qui les empêchent d'entendre les lamentations du peuple et de choisir le bon côté de l'histoire. Parce qu'à la fin, je n'ai pas envie de citer les Omar Bongo, les Houphouët-Boigny, les Mobutu, qui sont restés des années et des années au pouvoir, plus de 30 ans, et qu'aujourd'hui, quand on parle de la politique en RDC ou de la politique au Gabon, qui cite Omar Bongo, qui cite Mobutu Sese Seko? Personne. Parce que totalement effacé. Totalement effacé. Bon, mais encore, s'ils se préoccupaient de cela, je crois qu'ils allaient rectifier le tir, mais j'ai l'impression que cela ne les préoccupe pas. Ce qui compte pour eux, c'est le présent, ce qu'ils sont en train de vivre maintenant. Après, ils s'en iront et voilà. Alors, Didier Bouindi-Volo, vous avez dit tout à l'heure l'accaparement, évidemment, des richesses du Congo par le clan Sassou Nguesso. Et nous assistons, nous sommes en train d'observer comment ce régime est en train, voilà, de délivrer les permis d'exploitation, j'allais dire, sauvages de l'or, du bois. Et tout ça, apparemment, ça échappe même au Parlement congolais. Je vais vous proposer un reportage et on revient sur le plateau. Suivez. La République du Congo est un pays riche de par son sous-sol. Malheureusement, l'exploitation régalienne de ces matières premières suscite grincement de dents. Cas du département de la Songa, précisément dans le district de Soanké, où l'exploitation des mines dans cette partie du pays inquiète pleinement les populations. La société civile dénonce le pillage à huis clos des mines dans cette zone par les sociétés chinoises et ouest-africaines en complicité avec les autorités congolaises au mépris des droits humains et environnementaux. Alors, Didier Bouindi-Volo, nous savons que le pétrole congolais appartient désormais au clan Sassou Nguesso. Les gens peuvent le constater. L'argent du pétrole n'arrive plus jamais au trésor, même pas un rond n'arrive au trésor congolais. Cela a été révélé par Mathias Nzon, c'est quand même l'ancien ministre des Finances congolais. Quand il le dit, il faut le croire. Et même si, bon, après on nous dit oui, mais il a travaillé avec Sassou, tout ça c'est bien, mais cela ne nous empêche pas évidemment, voilà, de prendre les informations nécessaires à ce niveau-là, parce que c'est des informations fiables. Donc le pétrole, aujourd'hui, appartient au clan Sassou Nguesso. Les minerais, c'est le clan Sassou Nguesso, parce que c'est Pierre Oba, voilà, entre-temps, qui gérait ça. On a mis un autre. Le bois congolais, l'argent s'y n'est jamais arrivé au trésor. Un député, d'ailleurs, m'en parlait une fois. On était au cours d'un reportage. Il m'a révélé une chose. Il dit, j'ai essayé de poser la question à l'Assemblée, où va l'argent du bois, l'exportation du bois congolais. Mais c'est ce qu'il m'a dit. À 23 heures, il a reçu un coup de fil d'un membre du PCT qu'il appelait d'urgence. Il devait se présenter au bureau du PCT. Et quand il est arrivé là-bas, alors il lui a dit tout ce qu'il fallait lui dire, avec une mise en garde pour les prochainement, si tu poses encore la même question, on te débarque. Et évidemment, il a été débarqué. Je ne cite pas son nom ici. Et vous voyez que tout ce qui est richesse naturelle du Congo, Sassou Nguesso a mis la main dessus. Ici, dans le département de la Sanga, dans le nord-ouest de la République du Congo. La forêt recouvre près de 70% du pays.
Des sapélis, des padouks, des afromésias à perte de vue. Et dans cette région, une société congolaise à capitaux chinois, la Cefid, l'exploite sur un peu plus d'1 million d'hectares. Un territoire grand comme le Liban. Des abatteurs coupent le bois. Des cubeurs mesurent les volumes. Des marqueurs identifient chaque grume avec un code. Selon plusieurs sources locales, 85% du bois abattu par la Cefid est exporté sous forme de grumes. Il y a des gens qui viennent de Brazzaville, d'autres de Wesso. Ils s'opposent aux exportations, mais cette société est dirigée par une femme très forte et têtue. Madame Chen, qui supervise le site et que nous n'avons pas pu rencontrer. Les autres sociétés ne font plus de grumes, mais nous, ici, on continue. C'est désormais, voilà, pour lui et son clan. Bon, après, en fait, en évoquant cela, je voulais qu'on aborde ce décret de portant nomination, évidemment, de Fabrice Davy Okassa, qui a été nommé conseiller du président de la République aux hydrocarbures, Monsieur Fabrice Davy Okassa, tout le monde le connaît. C'est un agent de Eni qui travaille toujours à Eni. Le fait d'utiliser toujours, bon, peut-être que lui encore, il n'est pas étranger, mais des gens qui sont un peu des sulfureux, j'allais dire, pour gérer tout ce qui est voilà, ressources naturelles, ressources économiques du Congo, soit c'est des étrangers, et vous verrez bien qu'au Congo, ceux qui sont dans l'exploitation de nos ressources, généralement, sinon en grande partie, ce sont des entreprises étrangères, mais que les Congolais ne connaissent pas. Et tout cet argent n'arrive jamais au trésor public. Quelle lecture on peut faire à ce niveau-là? Pourquoi l'utilisation de ces multinationales étrangères, des sociétés étrangères, mais qui en réalité sont aussi des arbres qui cachent des forêts? On nous parle de plus en plus des Chinois au Congo. Il y a aussi des Italiens, bien sûr, les Français et autres. Mais c'est des sociétés qui, lorsque vous allez au trésor, vous ne verrez rien. Il y a plusieurs sujets, en tout cas, dans votre question. Très vite, je veux expliquer je vous en prie. Aux populations, en tout cas aux téléspectateurs de R7, c'est que vous verrez que moi, dans mon analyse, c'est vrai que je parle des étrangers, des entreprises étrangères, mais attention, les responsables, c'est d'abord nous. Quand je dis nous, l'État congolais, nous, le gouvernement congolais, nous, le Parlement congolais, et par-delà, nous, le souverain primaire, c'est-à-dire le peuple congolais. Alors, il faut que les Congolais qui nous suivent sortent d'une mécanique. Eni, Total, peu importe l'entreprise, prenez n'importe quelle. Je vous raconte une anecdote très vite. Lorsque la crise des subprimes arrive en 2008, à partir de 2008, il y a cette crise, le crash immobilier, Lehman Brothers tombent en faillite. Ces crises qui se succèdent, les États, et quand je vous dis les États, je ne parle pas des États africains. Tous les États du monde sont à la recherche des revenus supplémentaires. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut taxer les super profits? Est-ce qu'il faut revoir la taxation des entreprises? Et en Europe, en Amérique, le monde entier est là-dedans. Peut-être pas en Afrique parce que la fiscalité en Afrique est très médiocre. Vous avez en Angleterre, donc le Parlement anglais, qui convoque comme ça tous les patrons en Angleterre pour essayer de voir comment ça se passe, pourquoi telle entreprise paye tel montant d'impôts, pourquoi telle autre entreprise ne paye pas. Vous avez le patron de Starbucks, je crois, qui arrive à son tour devant la commission d'enquête parlementaire et qui explique que Starbucks en Angleterre, en Grande-Bretagne, ne fait pas des profits. Et donc, ça justifie le fait que Starbucks ne paye pas les impôts en Grande-Bretagne. Et vous avez un député qui pose la question au patron de Starbucks en lui disant, mais ça fait des années que vous êtes le patron de Starbucks en Angleterre. Ça fait des années. Et vous me dites que toutes ces années-là, Starbucks n'a pas fait de profit, a plutôt réalisé des pertes. Et il dit, mais donc vous êtes le seul patron au monde qu'on garde à la tête de l'entreprise, alors que d'année en année, quand vous présentez votre bilan au conseil d'administration, c'est des pertes. Mais pourquoi les actionnaires vous garderaient là? Soit vous nous prenez pour des idiots, ou soit il faut peut-être revenir avec des nouveaux chiffres.
Monsieur Perrin, il a dit tout de suite, je m'excuse, peut-être que je n'ai pas les bons chiffres. Permettez-moi de revenir dans quelques jours avec les nouveaux chiffres. Donc, monsieur Perrin, pourquoi je raconte cette anecdote? Total a un débat en France, ce n'est pas d'être contre pour Total. En France, il y a un débat. Total fait 11 milliards de bénéfices, 11 milliards d'euros de bénéfices, zéro ou très peu d'impôts en France. C'est un débat. Si ces entreprises-là, dans leur propre pays, chez eux, dans leur propre pays, trouvent des mécanismes pour ne pas payer les impôts, les taxes, les charges, tout ce que vous voulez, trouvent les mécanismes pour contourner leur propre gouvernement, leur propre loi, au nom de quoi ils seraient des saints chez vous, en Afrique noire, pour vous donner tout ce que vous voulez. Mais d'ailleurs, pendant que vous dites ça, au Congo, Total n'a jamais payé de taxes, même depuis. Mais c'est à nous, c'est à nous. Le jeune Ibrahim Traoré au Burkina. Burkina, oui. Il fait son coup d'État, il arrive, il découvre que avec la France, il y a un accord génial. Hein? Il y a un accord vraiment très, très, très génial. L'accord dit quoi? Que lorsqu'une entreprise burkinabé est implantée en France, cette entreprise paye ses impôts au Burkina parce que c'est une entreprise burkinabé. Et lorsqu'une entreprise française est implantée au Burkina Faso, l'entreprise française paye les impôts en France parce que c'est une entreprise française. Sauf que le pauvre, il dit, mais c'est eux, les Français, qui ont tout chez nous. Mais nous, on n'a rien chez eux. Ben voilà. Vous voyez l'arnaque? Et le gouvernement, donc les différents gouvernements burkinabés ont signé, ont renouvelé ces contrats. Et lui, il dit non. Si une entreprise française est chez moi, c'est chez moi que tu payes. Et si une entreprise burkinabé est en France, l'entreprise se débrouille avec vous, avec votre fiscalité. Mais moi, ceux qui sont chez moi, ils payeront chez moi. Donc, je vous dis tout ça pourquoi? Nous sommes les responsables. C'est à nous et à nous. Et ça, c'est ce qu'un homme a fait dans les années 1990. Pascal Lissouba. C'est pas d'être fan ou pas fan. C'est pour cela que Total, Elf à l'époque, écoutez Loïc Le Floch-Prigent, il l'explique lui-même. C'est pas moi qui le dis, c'est Loïc. Donc, à chaque fois que l'Occident dit c'est un mauvais président, c'est parce qu'il protège l'intérêt national. À chaque fois que l'Occident dit c'est un bon président africain, comme le cas de Sassou, ça veut dire qu'il est en train de détruire son pays pour les intérêts des entreprises occidentales. Maintenant, quelle est la responsabilité des Chinois? Moi, je suis diplômé de politique internationale. Ce que je vous dis, c'est ce que nos professeurs chinois à Fudan nous disaient. Les professeurs américains qui venaient faire les cours à l'université Fudan, ils nous disaient, mais c'est vous qui signez les contrats. Vous avez tout à fait le droit de refuser de signer les contrats. Et Pascal Lissouba l'a démontré. Il a renégocié tous les contrats. Oui, mais sauf que, pardon, Didier Boudi-Volo, sans vous arrêter, c'est qu'à ce niveau-là, il y a un petit souci quand même. C'est qu'au Congo, nous avons un cas tout à fait particulier. Et j'aime bien y revenir, simplement parce que Denis Sassou Nguesso est un agent de la DGSE française. On ne se le cache pas, ça il le sait, il n'a jamais démissionné. Mais ce monsieur a été ramené au pouvoir par Elf, donc devenu Total, c'est son agent que Total a placé là, pour faciliter évidemment le pillage du pétrole et d'autres ressources, ça tout le monde le sait. Voilà le problème du Congo, c'est celui-là. Bon, lorsque vous dites nous sommes responsables, à ce moment, moi je me pose la question, les Congolais sont responsables en quoi particulièrement? Parce que les Congolais ont chassé ce monsieur en 1992. Ils l'ont mis à l'écart parce qu'ils ne voulaient plus de lui. Ils savaient que ce monsieur détourne. C'est à cause de ça, malversation financière, pillage économique, assassinat politique, ça n'en était que trop, ils l'ont chassé. Mais qui a ramené ce monsieur-là? Et dès lors qu'on l'a ramené au pouvoir, ce monsieur n'a plus jamais organisé une élection transparente où le peuple peut décider pour dire ben, nous ne voulons plus de toi, ta gestion ne nous plaît pas, va-t'en. Le peuple n'a pas cette possibilité parce que les élections sont truquées. On le sait. Et qui truque les élections? Quand vous voulez manifester, vous savez ce qui arrive et qui arme ce régime. Voilà là où il y a une petite nuance à un moment donné qu'il faut faire pour ne pas trop accabler les Congolais de dire que voilà, ils sont responsables de ce qui arrive. Si ce n'est que pour les Congolais, Denis Sassou Nguesso ne serait même plus au Congo. Non, il faut nuancer, M. Perrin. Je n'accable pas les Congolais. Je dis ceci. Les multinationales
même dans leur propre pays, ont le même comportement qu'en Afrique. Une multinationale est une multinationale. La preuve, lorsque l'État congolais a voulu jouer avec Dangote, Dangote qui est très soucieux de créer des emplois en Afrique, Dangote qui veut créer des industries en Afrique. Mais Dangote reste d'abord et avant tout un homme d'affaires. Il respecte le pays qui l'accueille, mais il ne veut pas faire n'importe quoi. Quand au Congo, on a voulu le arnaquer, ben, il est parti ailleurs. Donc, moi, je suis d'accord avec vous parce que je sais que le capitalisme n'a pas de visage humain, ça tout le monde le sait. J'écrivais même un post comme ça pour dire... Il y a des capitalistes humanistes, c'est-à-dire qui peuvent accepter de minorer leurs profits et faire un peu attention aux politiques sociales. Ça, c'est vrai. Mais un capitaliste est un capitaliste, qu'il soit chinois, russe ou autre. En fait, un pays, et ça, c'est là où je dis, nous, le peuple, on a une responsabilité. On parle de ce qu'on appelle la société civile. Et le modèle en Afrique de société civile, c'est le Sénégal. Il faut aller étudier la société civile sénégalaise. La société civile sénégalaise refuse de laisser le président faire ce qu'il veut. Sinon, Macky Sall serait au pouvoir. Mais avant Macky Sall, Abdoudou Diouf ne voulait pas partir. Abdoudou Diouf ne voulait pas partir. Oui, ils n'ont jamais voulu partir. Tout ce monde-là est pareil. Abdoulaye Wade ne voulait pas partir. Comme Macky Sall, tous, c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Mais oui, mais en fait, je vous donne un nouveau concept à étudier. Le concept de la société civile. La société civile, ce sont les citoyens qui sont politisés et qui sont prêts à en découdre avec l'État, avec le pouvoir, si le pouvoir fait n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Vous pensez qu'au Sénégal, Macky Sall, Diouf, Wade, même Ousmane Sonko et Diomaye Faye, ils peuvent aller casser les maisons des gens comme ça, tel que ça s'est passé à Yoro et à Mpila. Dites-moi, est-ce qu'au Sénégal, mais le fils de Tister qui se retrouve dans ce quartier-là où on est en train de casser, je vous mets au défi au Sénégal qu'il rentre vivant chez lui. Je ne suis pas promoteur de la violence, mais regardez les familles qu'on est en train de violenter. Les enfants qui sont partis le matin à l'école, qui reviennent chez eux, et la maison est cassée, voilà. La maison est cassée, alors que Sassou, lui, ses enfants vivent dans des châteaux, au Congo comme ailleurs. Et en train de se marier n'importe comment, là. Mais c'est la responsabilité de la société civile, des ONG, des associations, de dire à un moment donné au pouvoir, stop. Et c'est là où les Sénégalais, d'ailleurs, il y a un Sénégalais qui répondait à un Camerounais en disant, enlevez la momie qui est chez vous et venez discuter. Nous, quand quelqu'un veut se maintenir au pouvoir, 2 mandats après, il part. Et donc, il faut maintenant qu'on réfléchisse en Afrique centrale, c'est quoi la société civile? Regardez ce qui se passe à Kinshasa. Il y a 2 jours à Kinshasa, Fayoulou a été victime de la violence policière. Mais attention, les policiers quinois doivent faire attention. Fayoulou, c'est peut-être possiblement le futur président de la République. Ces policiers-là font quoi? Et c'est Ousmane Sonko. Lors d'une manifestation au Sénégal, vous avez les gendarmes qui viennent bousculer Ousmane Sonko. Réécoutez cette bande où Ousmane Sonko dit « Moi, je suis politicien. Demain, je serai peut-être président. » Vous allez dire quoi? Faites attention quand vous réagissez. Et vous sentez que le gendarme, il était pris de court. Évidemment, aujourd'hui... Il reprend conscience. Oui, mais dites-moi, Volo, moi, je vous posais cette question, c'est pour faire peut-être une lecture vue de Denis Sassou Nguesso, tel qu'il a refait un autre système. Je disais parfois, nous ne le percevons pas les choses de la même manière. Pour Denis Sassou Nguesso, après je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il est en train de renforcer son système pour devenir un royaume. Et nous y sommes. Il y a beaucoup d'éléments qui le montrent. Il a déplacé le palais présidentiel vers chez lui à Oyo. Personne n'a parlé. La Banque centrale chez lui. Il commence à gérer le pays, mais en fait, il règne au maître absolu désormais. Et lorsqu'il commence à donner, il n'a pas commencé aujourd'hui, depuis fort longtemps, c'est ce qu'il a toujours fait. Il a livré tous les pans économiques du pays aux mains des étrangers. Alors, très particulièrement, les ressources naturelles, je parle du pétrole, le bois, les minerais, tout ce qui va, sont aujourd'hui entre les mains des étrangers. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Moi, ce n'est peut-être pas la responsabilité des étrangers, c'est tout normal, ils font des affaires. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qu'il veut concrètement en procédant ainsi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi il éloigne les Congolais de la gestion de leurs ressources
économique. Mais il nous appartient à nous, Congolais, de trouver les moyens de récupérer nos ressources en chassant ce pouvoir-là. Aujourd'hui, on n'a pas la solution, mais la solution viendra du soulèvement populaire. Nous sommes dans un système que je pourrais qualifier d'inceste politico-économico-financière. C'est-à-dire que vous avez la même famille qui maîtrise la sphère politique et qui maîtrise par extension ou par ricochet les circuits financiers et les circuits économiques. Mais la meilleure façon pour eux, en tout cas c'est ce qu'ils pensent, pour qu'ils puissent facilement dilapider des sous, vous savez, leurs comptes à eux, leurs comptes bancaires à eux, à l'étranger, sont souvent saisis par les tribunaux de ces pays-là. Or, aujourd'hui, s'ils se marient avec des Rwandaises ou des Rwandais, des Ivoiriens ou des Ivoiriennes, ainsi de suite, donc ils transfèrent les fonds au nom de leur conjoint ou de leur conjointe. Et cette façon d'aller chercher les étrangers, c'est aussi une manière de faire fuir les capitaux. Ces étrangers qui sont au Congo, dans les circuits économiques et financiers, ils déclarent dans leur pays leurs revenus qu'ils obtiennent au Congo. Et comme il n'y a pas échange de fichiers, il faut le savoir, hein, lorsque tel membre de la famille présidentielle a épousé un Rwandais ou une Rwandaise, une Quinoise ou un Quinois, les fonds transférés là-bas, les déclarations se font, j'espère, dans ce pays-là, mais il n'y a pas le fisc congolais qui confirme les sommes. Les commerçants libanais, ouest-africains, syriens qui sont chez nous, dites-moi dans quelle banque congolaise ils font les dépôts de leurs recettes journalières. Où va cet argent Eh bien, ça reste, semble-t-il, dans leur maison. Et après, c'est transféré dans quelle banque? C'est sûr qu'ils sortent avec. Donc, comme il n'y a pas... Pardon? Non, mais probablement, j'allais dire quand voilà, donc c'est ça. Et donc, les mariages, c'est une manière pour le pouvoir de sortir l'argent facilement sans courir le risque que cet argent soit récupéré par les États où ils les mettent. Parce que ceux qui détiennent les comptes bancaires dans ces pays-là sont les autochtones, j'ai envie de dire, les personnes originaires de ces pays-là. Je suis marié à une Ivoirienne ou à un Ivoirien, c'est lui qui détient les comptes, c'est les comptes du couple. Ensuite, vous êtes en train de parler des mariages sans conviction. On y va parce qu'il y a d'autres intérêts, comme vous venez d'expliquer, pour faire, en fait, favoriser l'évasion financière. Mais ça, on le saura quand Sassou ne sera plus au pouvoir. On verra combien de mariages. Nous, on peut commencer déjà à réfléchir autour. Hein, il y a des éléments qui nous permettent. Souvenez-vous de la fille qui vivait une romance avec un Ivoirien. À peine il a donné 1,5 milliard de francs CFA à cet Ivoirien, le mec a disparu. Et je vous ai dit, 1,5 milliard, on a pratiquement 2 raffineries. C'est elle qui a donné l'information. C'est lui qui me doit, tu le connais bien. Alors, il me doit 1,5 milliard. Nous, on veut qu'il sorte de sa cachette. Nous, on utilise le tribunal avec l'assistance de la ministre. Papa, qu'on leur fasse rien, c'est Khan qu'on doit arrêter. Lui, il sort pas de sa cachette et vous voulez que je me suicide seulement. Non, ça va. Ça va, maman, ça va. Qu'on leur fasse rien. D'accord. Non, il n'y a rien. Ce sont mes enfants, on ne peut rien faire. Moi, ils m'expliquent et tout. Il n'y a rien, on ne peut rien faire leur faire, ok?